Bonsoir, on dit bon après-midi, ou bonsoir, ou bonjour, comment on dit en France? Bonjour. En Italie, on dit bonsoir après 12 heures. Bienvenue, merci d'être venu. Comme vous peut-être savez, le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Je ne parle jamais le français, alors ce sera un rythme beaucoup plus lent maintenant que peut-être dans la leçon inaugurale, si vous étiez là. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de mots que ne me viennent pas, alors il faut que j'utilise l'anglais, ou vous m'aidez. Nous faisons un compromis. J'essaie de vous faire voir des choses intéressantes et vous me teach, enseigner, merci, le français. Ce sera nécessairement alors beaucoup plus lent. Il y aura un problème peut-être à être dans le temps. Qu'est-ce que c'est pourquoi la biologie de l'information? C'est un nom, peut-être un titre un peu étrange. J'ai essayé ce titre j'ai choisi ce titre parce qu'il y a un concept analogue dans la physique qui s'appelle la physique de l'information. Et c'était une approche au calcul, à la computation, au phénomène de la computation par les physiciens, en particulier par Rolf Landau dans les années, je crois, 50, 60, à IBM, où les physiciens ont commencé à se demander qu'est-ce que sont les contraintes physiques pour faire de la computation, combien d'énergie ça coûte de faire une calculation. Et c'est alors que, comme peut-être beaucoup de vous déjà connaissez, c'est alors que Landau a réalisé une chose très simple, que si vous faites une calculation, une computation, il faut, à un certain moment, il faut avoir la mémoire, il faut effacer la mémoire, au moins que vous avez une mémoire infinie. Mais à un certain moment, vous pouvez faire la calculation peut-être d'une manière réversible, où vous recordez ou vous maintenez toute l'histoire, mais à un certain moment, il faut effacer. Et quand vous effacez, vous payez de l'énergie, ou vous générez de la chaleur. Ça, c'est très simple, parce que c'est comme la thermodynamique. Si vous avez une particelle, ça c'est une mémoire qui a deux états et deux volumes, gauche, le droit, et vous avez une particelle ici ou une particelle ici, mais pour effacer, il faut retourner cette piège de mémoire dans un état bien défini. Essayons de l'état qui est 0, l'état où la particelle est sûrement sur la partie gauche. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez la partition entre les deux volumes. La particelle, où elle est, ou sur la droite ou la gauche, se diffuse dans tout le volume. Ça ne coûte pas d'énergie, ne produit pas de la chaleur, parce que c'est irréversible, évidemment, mais il n'y a pas de travail qui est accompli à travers ce processus. Mais après que vous avez produit cet état, vous insérez un piston et vous comprimez maintenant cette particelle, vous la limitez au volume que c'est votre état de référence. Alors vous savez que la particelle est ici, exactement, mais ici vous devez exercer du travail. Et évidemment, vous décrémentez l'entropie de cette particelle par exactement le logarithme de 2, parce que c'est le demi-volume. Et cette réduction de l'entropie est exportée comme chaleur. Vous avez appliqué du travail.
et ça va exporter comme chaleur qui est température. Alors ça, l'effacé coûte au moins, d'un point de vue simplement thermodynamique, ça c'est le prix d'effacer. Et c'est pour ça que vous générez de la chaleur. Il faut de l'énergie pour faire un calcul. C'est très intéressant ce point de vue. Et j'étais très... dans ce contexte, Rolf Landauer a insisté que l'information, pour processer l'information avec des pièges physiques, l'information doit être de quelque manière représentée. Il n'y a pas possible de manipuler, de traiter l'information si l'information est quelque chose éphémère, quelque chose vague. Il faut être représenté dans un matériel, et c'est la manipulation de cette représentation qui constitue le traitement de l'information. Et c'est de ce point de vue que je crois que c'est en train de penser que serait utile à suivre dans la biologie. Mais je n'ai vraiment aucune idée comment on fait ça. Mais je crois que le titre, c'est ça la genèse du titre. L'essai de penser un peu plus comme les matériaux biologiques, les molécules, les réseaux de réactions chimiques puissent codifier de l'information, puissent représenter l'information et comme ils peuvent être manipulés pour produire pour traiter l'information. Évidemment, l'information est un aspect qui passe par toute la biologie, à toutes les échelles. C'est ça un peu aussi le problème. Il n'y a pas une seule approche. Il y a beaucoup des échelles. Par exemple, clairement, si vous avez une tribe de macaques qui se mesure dans un combat pour établir une structure de pouvoir, ça c'est un traitement de l'information. Ils mesurent l'un de l'autre et de cette façon, ils produisent une structure de pouvoir. Mais je suis plus intéressé au traitement de l'information, ou au concept de l'information, de la représentation de l'information au niveau moléculaire, et aussi d'un point de vue très mécanistique. Alors, parce qu'il n'y a pas vraiment une théorie ou une approche bien établie, n'attendez-vous pas que ce cours est un cours traditionnel où je peux vous enseigner quelque chose qui est bien connu ou bien établi, qui a un cadre très établi. C'est plutôt, imaginez ça comme le cours comme 8 tableaux. Chacun essaie de zoomer dans un aspect qui est dicté plutôt de mon intérêt. Et justement, j'essaie de faire ça avec la première fois avec le iPad, parce que je crois qu'on peut zoomer, et ça peut être utile pour vous. Eh bien, alors, justement, nous avons... aujourd'hui, je parlerai un peu des travaux plus anciens, mais que je crois sont toujours intéressants, peut-être d'un point de vue c'est un microcosme pour... L'arène est un microcosme pour étudier certaines questions de l'évolution, certaines questions conceptuelles de l'évolution, et comme peut-être l'information qui est dans les génotypes et qui est transmise ou traitée pour produire le phénotype, comment ce canot, comment les propriétés de ce canot sont extrêmement importantes
pour comprendre certaines questions, pour préciser certaines questions de l'évolution. C'est ça que nous ferons aujourd'hui. Et demain, la semaine prochaine, nous parlerons de la transmission de l'information biologique, transmission comme dans l'héritage. Et un point que je soulignerai aujourd'hui sera très important pour la prochaine leçon, mais aussi la précision de la transmission de l'information, la précision dans les interactions moléculaires et l'énergie que ça coûte et les trade-offs, les compromis entre temps, énergie et précision. On va parler un peu de ça. Après, on passera un peu à des utiles pour la modélisation, en particulier le traitement du signal dans ce réseau complexe d'interaction entre les protéines. Et comme j'essayais de dire un peu dans la leçon inaugurale, ces outils ne sont pas là seulement pour traiter les données. Bien sûr, ça aussi, mais ils sont aussi, je crois, ils servent comme une base pour faire de la théorie, une base pour comprendre, par exemple, qu'est-ce que c'est un pathway, qu'est-ce que c'est la causalité dans ces réseaux, et qu'est-ce que c'est une explication, par exemple, qui pourrait utiliser la causalité. Et ça, parce que c'est une approche récente et relativement riche, il y a quelques 4 leçons qui seront dédiées à ça. Et vers la fin, je voudrais essayer de transmettre l'idée que peut-être les cellules pourraient être compris comme des machines à apprentissage et comment on pourrait concevoir un peu une cellule comme une créature cognitive, si vous voulez, très, très simple. Je ne suis pas sûr que, par question de langage et aussi je ne sais pas combien de temps je ne sais pas si je pourrais transmettre tout ce que j'ai en tête. Et alors, il pourrait être le cas que nous ne toucherons pas à certaines thématiques qui sont indiquées dans le programme parce qu'il y a un overflow d'une leçon à une autre. C'est un peu improvisé. Alors, vous allez avoir de la patience. Eh bien, à ce moment-là, je voudrais aussi vous indiquer nos intervenants. Et nous avons un programme, je crois, qui est très, très intéressant. Eric Dietz de l'université de UCLA. En novembre, c'est toujours le vendredi, mais le prochain vendredi, je crois que c'est une fête. Alors, ce sera novembre 8 novembre. Eric Dietz, qui nous racontera quelque chose sur l'évolution de l'individualité cellulaire. C'est un sujet où la thématique est la diversité entre les cellules. Et Daniel Merkle, il est un informaticien qui nous dira quelque chose nous racontera quelque chose sur la réécriture des graphes et la modélisation de la chimie. C'est un peu, certainement, c'était une des thématiques de ma leçon inaugurale. Je crois que c'est extrêmement intéressant cette approche à la chimie et le fait qu'il est complètement, formellement, le même, presque le même, comme la réécriture que
que nous faisons en kappa pour modéliser les réseaux des interactions entre les protéines. Jean Krivine, qui est ici, nous racontera quelque chose sur le problème de fusionner, si vous voulez, la représentation de la connaissance avec la modélisation, qui est un problème qui certainement est souligné par l'approche kappa. Eric Smith est un physicien, il est tous. Eric Smith est incroyable, il est un chimiste, il est un physicien, il est un linguiste, il est un économiste. Il a fait des travaux très importants, il a écrit un livre sur l'origine de la vie. Il travaille avec les chimistes sur l'origine de la vie. Et il nous racontera ce qui sera facile et ce qui est difficile dans l'origine de la vie. Massimiliano Esposito est un physicien à Luxembourg qui nous racontera quelque chose sur la thermodynamique des réseaux chimiques. C'est un peu dans la direction de Landauer et la thématique des compromis entre la précision, le temps et l'énergie. Yarden nous racontera quelque chose sur cette approche à la cellule comme une machine d'apprentissage. Alexandre Walczak, c'est après l'année, dans la nouvelle année. Alexandre Walczak, qui est ici à l'INS, à l'école normale, nous racontera quelque chose sur la mécanique statistique et le traitement de l'information dans les systèmes immunitaires. C'est très intéressant. Et à la fin, je croyais que peut-être c'est tout théorique. Il faut avoir peut-être quelqu'un qui vient du monde expérimental. Et Tommy Kirchhausen, un collègue à Harvard, qui a travaillé avec Eric Betzig, qui était, je crois, le prix Nobel 2014, je crois, pour une incroyable avance dans la microscopie. Et on est vraiment à un moment où, dans la biologie toujours, c'était le cas que voir, ça veut dire croire. Il faut voir pour croire. Et la microscopie a fait des pas énormes, a une incroyable croissance de la résolution, mais aussi de la résolution au niveau temporal, de manière qu'on peut maintenant, dans certains cas, examiner des processus moléculaires dans une celle vivante dans le temps réel. Et je crois que ça, c'est un coin qui nous donnera beaucoup des informations aussi, des informations empiriques davantage pour modéliser, et où la modélisation sera nécessaire. Mais c'est aussi une thématique qui est absolument intéressante pour ceux qui font l'apprentissage machine, les grandes données, etc. Parce que l'information, la quantité d'informations qui vient de cette technique, c'est absolument géante. Alors ça, c'est janvier le 24. Eh bien, alors, combien de vous sont des informaticiens, combien sont des biologistes? Qui sont les informaticiens? Les biologistes? Ah, OK. Bien, alors, ça c'est un chapitre que je voudrais penser comme la topologie du possible. Et vous voyez immédiatement pourquoi. Mais l'ARN est vraiment un petit microcosme biophysical pour étudier des questions sur l'évolution. Et en particulier parce que un carton, on peut dire ça, une caricature, exactement, une caricature de l'évolution est
une dans laquelle on imagine des génotypes, un espace des génotypes qui, à travers un processus de développement, produisent des phénotypes. Et ce sont les phénotypes qui sont évalués par la sélection naturelle. Mais ce sont les génotypes qui sont amplifiés et variés. Traditionnellement, dans le traitement théorique de l'évolution, on est inclus par le développement parce que c'est trop difficile. On va essayer directement de génotypes à la sélection naturelle ou de phénotypes à la sélection naturelle, et ce sont les phénotypes qui sont amplifiés. Et ça, c'est dangereux parce que il y a des contraintes qui sont introduites par le développement. Parce que vous pouvez modifier très facilement. Vous pouvez modifier facilement un génotype, une séquence. Vous faites une erreur de copie. Mais vous ne pouvez pas modifier directement un phénotype. Il faut passer à travers une modification du génotype. Et c'est après le processus de traitement de l'information dans le génotype qui vous donne les phénotypes résultants. C'est comme dans la computation, dans un logiciel, vous n'avez pas les mains directement sur le processus de calcul, mais vous pouvez seulement modifier le logiciel, et après le logiciel, à travers l'interprétation, la sémantique, produit un comportement, mais vous ne pouvez pas directement modifier le comportement. C'est une direction. Alors, il est très intéressant de comprendre les propriétés statistiques de mappage des génotypes à phénotypes. Et un modèle pour étudier ça avec suffisante précision de pouvoir aborder certaines questions est le problème du pliage du ARN. Alors, l'idée est celle d'utiliser le pliage comme un proxy, comme une caricature, mais une caricature biophysicale un peu plus complexe et plus réaliste de mappage d'une séquence à un phénotype. Le phénotype, dans ces cas, c'est la structure. Et c'est un particulier grain grossier de la structure. En fait, alors pour être sûr, je suis intéressé ici pas nécessairement dans la prédiction de la structure d'une séquence, même si dans ce processus nous avons produit un logiciel qui maintenant est dans sa seconde génération, est très utilisé, le Vienna RNA Package, je n'ai plus une connexion avec il, mais j'avais une connexion au début. Et c'est un logiciel extrêmement versatile. Et alors, mais dans ce cas, même s'il avait ces études avaient ce produit utile comme conséquence, l'intérêt maintenant, ce n'est pas exactement la prédiction, mais aux propriétés statistiques du mappage. Est-ce qu'il y a quelque chose statistiquement robuste qu'on peut dire de ce mappage? Bien. En particulier, j'étais toujours intéressé dans le concept de l'espace des phénotypes. Parce que qu'est-ce que c'est un espace de phénotype? Je comprends ce que c'est un espace de génotype, parce qu'un espace mathématiquement, c'est un ensemble avec une structure, une distance par exemple. Et c'est évident que ce que c'est la structure d'espace sur les génotypes, sur les séquences. En particulier si les séquences sont de longueur fixe. Alors, une distance, c'est par exemple la Hamming distance, la distance le nombre de positions dans lesquelles deux séquences sont différentes. Mais qu'est-ce que c'est la structure de l'espace des phénotypes? Parce qu'on peut dire clairement que
on peut construire un phénotype, comme vous verrez, une structure de l'ARN, comme vous verrez tout de suite. Il est facile à définir une distance entre deux structures de l'ARN. Et alors, on a une distance, on a un espace, parce qu'on peut dire que cette structure est à distance x d'une autre structure. Mais c'est une distance qui n'a aucune valeur pour l'évolution, parce que vous n'avez pas des processus physiques directement pour éditer, pour modifier les structures. Ce que vous pouvez faire, et vous pouvez modifier les séquences. Et après, le pliage vous donnera la structure. Alors, cette indirection veut dire que la structure d'espace doit être induite, doit être induite par la structure d'espace simple des séquences et le processus de pliage. Ça, ce sera une structure pas complètement traditionnelle. Eh bien, brièvement, il y a beaucoup de différentes représentations de la structure d'un ARN. En particulier, la structure que nous sommes intéressés, ce n'est pas la structure tridimensionnelle. Ça, c'est trop difficile au moment pour calculer, mais il y a des progrès. Mais ce n'est pas nécessaire vraiment pour les questions que nous avons en tête. Bien sûr, c'est la structure secondaire. La structure secondaire, c'est le schéma de paires de bases. Et alors, une représentation, c'est un schéma de paires de bases qui est planaire. C'est-à-dire, si vous imaginez la séquence de l'ARN sur un socle et vous dessinez un paire de bases, entre deux positions, c'est une corde dans le cercle, et les cordes ne peuvent pas s'intersecter. Ça, c'est la planarité. Ça veut dire essentiellement, ça, c'est la même représentation que ça, ce sont équivalentes. Et vous imaginez simplement une transformation topologique ou toute cette élastique de cette séquence qui va être mise sur un socle. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas des paires de bases entre ces boucles, entre ce boucle. Ça, c'est la planarité. Et la structure secondaire a une valeur empirique parce qu'elle est utilisée beaucoup pour interpréter la structure, les expériences sur l'ARN pour interpréter la structure de l'ARN. Et en particulier, c'est aussi une structure qui fait partie de la structure tridimensionnelle. Alors, ce n'est pas une abstraction folle. Et en particulier, on peut représenter cette structure comme une séquence de parenthèses et de points. Alors, cette représentation en particulier vous dit tout de suite une chose. Si nous avons des séquences de longueur n, alors nous avons 4 à la puissance de n séquences possibles. Mais combien de structures y a-t-il? Ça vous dit immédiatement qu'il y a beaucoup moins de 4 à la puissance de n, parce que vous avez seulement 3 symboles ici. Alors évidemment, si je prends 3 à la puissance de n, j'ai aussi des structures, j'ai des séquences qui ne sont pas des structures. Mais il vous dit immédiatement qu'il y a beaucoup moins de phénotypes qu'il y a des génotypes. Ça, c'est absolument critical dans tout ça. On peut aussi modéliser l'interaction entre deux ARN, parce qu'on peut modéliser la structure commune entre deux ARN. C'est aussi technologiquement très intéressant parce que si vous connaissez les travaux de Eric Winfrey et le groupe à Caltech, qui utilisent des petites ADN, pas ARN, mais ADN,
single-stranded pour implémenter des calculations de manière chimique. Ils utilisent exactement cette interaction. Dans leur cas, c'est ADN, mais c'est la même chose. On peut aussi on peut imaginer qu'une séquence, quand je parle de structure, je parle typiquement d'un pliage où la structure où on ne maximise pas les paires de bases, mais on minimise l'énergie. Alors, c'est une méthode qui est basée sur des données empiriques, des énergies des boucles. Et les énergies l'énergie qui stabilise une structure sont les énergies qui sont associées avec le boucle de longueur 0, c'est-à-dire de 2 bases de part adjacentes. Alors, si cette base de part, si cette paire de bases est adjacente, alors vous gagnez une énergie de stacking. C'est une contribution énergétique favorable, stabilisante à la structure. Mais chaque boucle coûte de l'énergie parce qu'elle a une contrainte entropique. Et alors, c'est pour ça que c'est un système très intéressant, parce que si vous voulez faire un pair, si vous voulez faire un pairing, comment on dit pairing? Un appariement entre deux positions, il faut faire une boucle. Alors, si vous voulez gagner quelque chose, il faut aussi payer quelque chose. C'est un système un peu frustré, pour utiliser une expression de la physique. Et alors, on a des mesurements empiriques. Et il y a des algorithmes très, très bien connus. C'est une industrie maintenant pour minimiser cette dynamic programming. C'est très simple. Pour minimiser l'énergie d'une structure et de tresser, de découvrir la structure secondaire qui minimise l'énergie. Mais on peut aussi calculer toutes les structures secondaires qui sont dans une bande d'énergie, par exemple, entre 5 kT, ou RT, c'est l'énergie thermique, de fluctuation thermique, qui est à peu près 0,6 kilocalories per mole. C'est peut-être utile de savoir ce nombre. Ça, c'est température, ça, c'est la gas constant. C'est d'ordre et le plus stable stacking de bases de paires de paires de bases est à approximately. Alors, nous sommes une contribution favorable d'énergie d'un paire adjacent et dans le même ordre que les fluctuations thermiques. Alors, vous pouvez imaginer que la structure qui minimise l'énergie, ce n'est pas une structure qui est gelée, mais la séquence se trouvera dans différentes structures qui ont plus d'énergie. Alors, c'est un aspect qu'en biologie, on pourrait comprendre comme une plasticité. Alors, les séquences ont une plasticité de point de vue d'une structure. Ils n'ont pas seulement une structure de l'énergie minimale, mais il peut occuper des états excités, des différentes structures qui ont une énergie plus haute. Et on peut calculer, avec cet algorithme,
On peut calculer aussi la fonction de partition. Alors, on peut calculer, par exemple, la probabilité que deux positions dans une séquence sont appariées. En fait, ça, c'est une façon de représenter ça. Ici, vous avez la structure, les paires, ça, c'est la séquence, et chaque boîte noire est un paire. Et ça, c'est la représentation de la structure d'énergie minimale. Et ça, c'est la matrice des probabilités que position I est appariée avec position IG. Et vous voyez que la structure minimale est bien représentée dans cette probabilité. Mais il y a aussi des autres structures qui sont voisines. Bien. Et on peut computer la heat capacity, etc., etc. On peut computer le processus de pliage. Ce que j'avais introduit jusqu'à maintenant, c'est simplement une approche de minimisation de l'énergie. Ce n'est pas une modélisation du processus avec lequel la séquence se plie, mais c'est simplement la calculation de la structure qui est optimale. Mais on peut aussi calculer la surface énergétique des barrières, qui est très intéressant. Ça c'est une représentation où des leaves, les feuilles, bien sûr, où les feuilles sont des minima locales et où les nœuds intérieurs sont les barrières qu'il faut traverser pour arriver d'un minimum local à un autre minimum local. Et alors ça, ce serait c'est un peu, c'est pas tout le paysage énergétique. C'est une très très petite autour de la minimum global. Mais vous voyez qu'un paysage comme ça énergétique serait trop compliqué pour un pliage effectif. Une séquence qui se doit plier sur un paysage comme ça sera facilement trappée dans des autres structures. Eh bien, alors, on peut computer facilement, c'est une récursion relativement facile, le nombre de structures, le nombre en fait des mots de longueur n qui peuvent être construits avec un simple grammaire, parce que si vous vous souvenez de cette représentation de parenthèses, nous avons une simple grammaire de structure qui est où vous n'avez pas où la position n'est pas pariée, où vous la remplacez avec cet élément de la grammaire ou cet élément où... Alors, c'est une simple grammaire qui vous donne toutes les structures de parenthèses qui ont au moins un point in between, entre deux parenthèses qui sont immédiatement, qui se balancent immédiatement. Et le numéro de ces structures il y a une technique de flageolet et des fonctions génératives, et peut-être on va visiter un peu cette théorie un peu plus en là quand nous ferons un peu de mécanique statistique. Mais avec cette technique, on peut calculer une approximation, et l'approximation, c'est 2,5 à 2,6 c'est exponentiel, mais l'aspect important est que la base est beaucoup moins de 4. Et enfin, si vous introduisez des contraintes plus réalistiques, par exemple le fait que parce qu'une boucle coûte l'énergie, vous ne gagnez pas d'énergie en faisant seulement un pair,
parce que si vous faites un pair, ce sont des liens d'hydrogène. Essentiellement, vous remplacez des liens d'hydrogène que chaque base a avec l'eau, avec des liens d'hydrogène qu'ils ont entre eux. Et ça ne fait pas beaucoup de différence. Ça qui fait la différence est le stacking, quand deux paires sont adjacents l'un de l'autre. Alors ça vous donne une énergie stabilisante. Alors pour faire une boucle, il ne suffit pas de faire un pair seulement, mais il faut faire un petit ladder, un petit échelle de paires, au moins 3. Okay? Alors si vous introduisez des contraintes comme ça, et le fait qu'une boucle doit être, il faut au moins 3 positions pour faire une boucle, ou 4, alors vous descendez vous décrémentez cette base à 1,8. Même si moins de 2, c'est-à-dire même si moins de structures possibles que si vous ayez un alphabet binaire. Alors c'est many to one. Si vous faites un échantillon des structures, vous trouverez cet effet de many to one, qu'il y a un peu de structures qui sont réalisées de manière très fréquente, et beaucoup des autres, la majorité qui est réalisée très rarement. C'est comme une Zipf's law. En fait, ce sont des données un peu anciennes, à l'époque quand les ordinateurs étaient encore un peu plus lents. Mais on peut, justement de vous donner une calibration, si vous avez des séquences à la puissance de 30, séquences binaires de G et C, et c'est à peu près 1 billion de séquences. Si vous les pliez toutes, vous trouverez 220 000 structures sur 1 billion de séquences. 10% de ces structures sont réalisées par plus de 5000 séquences. 5000, c'est à peu près le nombre de séquences. Si vous dividez 1 billion par 2200, simplement, c'est le moyen, qui ne veut dire rien, mais c'est le moyen de 5000 séquences en moyen par structure. Et si vous prenez ces 5000 séquences, comme une threshold, un seuil, vous réalisez que 10%, c'est à peu près 22 000 structures, sont réalisées par plus de 5000 séquences. Et 93% de toutes les séquences se plient dans cette 10% de structure. Alors ça, c'est intéressant d'un point de vue, je crois, ça c'est une conjecture. S'il y a quelqu'un ici qui est un expert de la théorie de l'information, je voudrais parler avec ces personnes, parce que ça me ressemble un peu le concept de Shannon et d'ensemble typique. La conjecture ici est que si vous laissez n aller à l'infini, alors la fraction des séquences qui se plient dans les structures typiques va vers 1, et la fraction de structures typiques va vers 0. Alors presque toutes les séquences se plient dans un ensemble de structures de mesure 0. Ça me semble exactement ce qu'on appelle code words, où il y a quelque chose
je voudrais savoir comment on pourrait calculer la rate d'entropie d'un processus. Qu'est-ce que c'est le processus dont il faut calculer la rate d'entropie dans les cas de pliage pour arriver à ce résultat. Je crois que ça, c'est encore c'est une question intéressante, mais je ne sais pas exactement comment l'approcher. Eh bien, alors, nous savons que c'est many to one, c'est comme on dit many to one, beaucoup à un, ou c'est très redondant. Comment? On ne traduit pas, c'est many to one, très bien. Many séquences à une structure. Ça veut dire qu'il y a de la neutralité, c'est ça qu'on appelle en biologie la neutralité, c'est-à-dire que si nous avons une structure ici et nous remplaçons la position X avec la modifiant d'un C à un G. Alors pour les informaticiens, je crois que ce n'est pas nécessaire, même si pour les informaticiens ici d'éclairer que l'alphabet est A, U, G, C, je crois que ça c'est évident. Alors, si on introduit une mutation à cette position X, il est très possible que, enfin, dans ces cas, on ne change pas la structure. Bien. Enfin, il y a beaucoup de positions où on peut au moins remplacer la base de cette position avec au moins un des autres trois bases sans modifier la structure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ça veut dire que si je suis à une position... maintenant, imaginez d'être dans l'espace des séquences. C'est un hypercube, si vous voulez. C'est un espace très mathématiquement très facile à comprendre. C'est un espace où les distances sont exactement le nombre de pas, de mutations qu'il faut introduire d'arriver d'une séquence à une autre. Et je suis sur un certain point dans cet espace, une certaine séquence, et si j'ai une séquence je ne sais pas, de n, de longueur n, alors il y a 3 par n voisins à distance 1. Ce sont toutes les séquences qui sont différentes dans une position, parce que j'ai 3 choix à chaque position. Alors, je me mets sur une de ces positions, qui est une position neutrale, c'est-à-dire une séquence qui a la même structure que la séquence où j'étais un moment avant. Et le même raisonnement s'applique à cette séquence-là. Il y aura un nombre de positions où je peux faire une mutation, et j'ai la même structure. Et je me mets là. Je fais un pas sur une autre séquence avec la même structure. Et de pas en pas, je peux traverser presque tout l'espace des séquences sans jamais changer de structure. C'était incroyable quand vous pouvez aller de la séquence dont la structure est le cloverleaf d'un transfert RNA, quelque chose comme ça. Vous pouvez changer chaque position ou par une mutation ou au maximum 2 mutations par pas. Et vous pouvez changer toute la séquence. Vous pouvez aller de pôle sud à pôle nord sans changer jamais la structure. Ça, nous avons nommé ça un réseau neutral, pas neural, neutral avec une T. Et ça, c'est important parce évidemment, il est une manifestation de la robustesse du pliage. Mais il signifie une autre chose. Il signifie que si vous avez, dans un processus d'évolution, si vous avez la structure rouge et vous êtes ici dans l'espace des séquences,
mais il serait mieux d'avoir la structure bleue. Alors, comment arrivez-vous à la structure bleue? Dans l'ancien régime, l'idée était que si vous êtes ici et la structure bleue, il n'y a pas de structure bleue dans votre voisinage, mais la structure bleue est toute autre partie de l'espace. Il faut attendre là, vous êtes trappé, il faut attendre pour avoir une 5 ou 7 ou 6 mutations très improbables, tous d'une fois, presque d'une fois, pour faire un saut à la structure bleue. Mais ce n'est pas nécessaire parce que la structure bleue peut avoir un réseau eux-mêmes, un réseau neutral. Et même si la structure bleue n'est pas dans le voisinage de cette séquence rouge ici, je peux au moins voyager sur le réseau rouge sans changer la structure. Je ne fais pas mieux, mais je ne fais pas pire néanmoins. Et alors, je peux diffuser sur le réseau neutral. Je n'ai pas une direction où aller, mais je suis la contrainte, je suis dans un subespace. Alors, c'est une dimension beaucoup plus réduite. Et alors, je peux défendre sur cette réseau rouge jusqu'à j'arrive à un point ou une région où la prochaine mutation me donne la structure bleue. Alors, il semble qu'il y a un grand changement phénotypique tout d'un coup, mais enfin, il y avait des changements génétiques tout le temps, mais il n'y avait pas de manifestation phénotypique jusqu'à un certain moment, quand le contexte était préparé de chaque façon que la prochaine mutation est effective dans la transformation de rouge à noir. C'est peut-être dans ce diagramme qui commute. Vous avez notre structure d'avant où j'ai remplacé le C avec un G à la position X. Mais si je fais une mutation à la position Y avec le C ici, je trouve cette structure. Si je fais un pas neutral et après je fais une mutation à la position Y, je trouve une structure complètement différente. Alors, c'est simplement ce que le biologiste appelle épistase, c'est-à-dire que le contexte, la même mutation en position Y de G à A a une interprétation différente qui dépend si à la position X nous avons un C ou un G. C'est ça. Alors, c'est le contexte mais ce contexte différent par lui-même n'a aucune manifestation phénotypique. C'est la même structure. Okay, alors ça, c'est très important. Et il y a une expérience il y a 18 ans où Schultes et Bartel de Whitehead Institute sont réussis on ne peut pas prouver vraiment cette idée, mais où ils ont une expérience qui corroborate, qui supporte cette interprétation. Et on peut... Alors, l'espace. Nous sommes maintenant dans la position alors, nous avons appris que la neutralité est très importante pour... C'est une manifestation de la robustesse d'une structure, mais c'est aussi, à la même temps, une robustesse qui permet le changement. Ça semble paradoxe, mais il n'est pas. Et exactement, la robustesse ou la neutralité est un mécanisme du changement, parce qu'elle vous permet de trouver la structure bleue d'une manière qu'autrement serait trop difficile. Alors, il permet le changement, parce qu'il permet le changement du contexte sans changement de la structure.
Bien, alors l'espace. Nous pouvons approcher maintenant le concept d'espace de phénotype, au moins dans ce modèle de structure de RNA. Il y a toute une hiérarchie des espaces mathématiques où vous avez un produit scalar product, comment on dit, un produit scalaire. Alors, c'est votre page où vous pouvez dessiner, ça c'est un vector space. Il y a un espace métrique où vous avez une distance, mais il y a aussi un espace prix topologique, on dit. C'est un espace où vous pouvez... traditionnellement, l'intuition vous dit que le concept de voisinage, neighborhood, c'est voisinage, c'est un concept qui dépend d'un concept de distance, parce que un voisinage, ce sont tous les points qui sont à une brève distance, mais ce n'est pas vrai, c'est exactement l'inverse. Le voisinage est un concept plus primitif que la distance. Dans la topologie de Poinsett topology. Poinsett topology. Eh bien, laissons-nous construire l'espace des phénotypes. Ça, c'est ce que j'avais dit. Alors, imaginez que vous êtes... L'idée ici, et c'est effectivement très, très, très simple, l'idée est ne pas de construire un espace à travers un concept de distance sur les phénotypes parce que nous n'avons pas des opérations physicales pour faire des modifications. Mais c'est de définir un espace par le concept d'accessibilité. Alors, c'est-à-dire, vous avez un réseau neutral de la structure bleue et vous avez la boundary, la frontière de ce réseau bleu. Ce sont tous les points gris. Le point gris. Et alors, le gris est la frontière du bleu. Et après, il y a quelques gris sont rouges. Ce sont notre structure rouge. Et les gris qui sont rouges, les rouges qui sont dans les positions des gris, c'est l'intersection entre la frontière du bleu et le réseau rouge. Et la magnitude, la taille relative de cette intersection, relative au bleu, au réseau, la taille de bleu, parce que c'est le réseau d'où je départ. Alors pour allier de bleu à rouge, l'accessibilité est définie par la fraction du rouge qui est dans la frontière du bleu relativement à la taille du bleu. Et évidemment, dans la taille de bleu, dans la frontière de bleu, il y a beaucoup d'autres structures. Enfin, il y a presque toutes les structures typiques, mais pas en grande fréquence. Alors, si vous êtes intéressé seulement à faire une liste de toutes les structures qui se trouvent dans la frontière de bleu, vous trouvez, avec grande probabilité, au moins une copie de structure typique. Mais il y a toute une distribution de fréquences. Alors, ça, c'est un cas où j'ai cette structure. Le bleu, c'est cette structure ici. Et ça, c'est la distribution des structures qui sont dans la frontière de bleu. Et il y a un ensemble de structures qui sont très, très fréquentes dans la frontière de bleu. Et ça, ce sont les structures qu'on peut imaginer. On peut définir un seuil ici, et ce sont les structures dans le voisinage de bleu. Et c'est vraiment pour la conclusion finale, ce n'est pas très important où on définit cette seuil. On peut définir cette seuil comme on faisait avant avec le moyen, par exemple. Ce n'est pas sensitif à ça. Mais pour être un peu plus concret, imaginez une seuil qui est dictée un peu par un change d'échelle, de scaling d'échelle.
et toutes les structures qui ont une fréquence au-dessus de cette seuil sont dans le voisinage de bleu, dans ce cas, dans le voisinage de cette structure ici. Et maintenant, nous avons le concept d'accessibilité entre ce réseau neutral nous donne une idée de la topologie de l'espace des phénotypes. Par exemple, le vert est dans le voisinage, l'orange, la structure orange est proche à la structure verte parce que l'intersection a une grande... parce qu'il y a une grande intersection entre... parce que l'orange occupe une grande fraction de la frontière du vert et vice-versa. Mais comme vous voyez, le vert est proche au rouge, mais le rouge n'est pas proche au vert. C'est comme dire si la France est proche à Monaco, mais Monaco n'est pas proche à la France. Parce que si vous faites un pas au dehors de Monaco, ou peut-être même si vous faites un pas au dehors de l'Espagne, par exemple, vous êtes avec grande probabilité, vous êtes en France. Mais si vous maintenant diffondez dans la France et faites un pas au hasard au dehors de la France, l'Espagne a une frontière assez grande, mais Monaco, c'est un cas plus extrême. Si vous faites un pas au hasard au dehors de la France, c'est très, très improbable que vous vous trouvez à Monaco. Et ça, on peut illustrer ça avec les États-Unis. Et alors, maintenant, nous avons alors, ça, c'est le concept d'un voisinage. Alors, nous savons immédiatement, parce que ce n'est pas une question une réciprocité, il n'y a pas une symétrie, il n'y a pas une distance. C'est un espace pré-topologique, un espace des voisinages. Mais le voisinage est suffisant pour définir la continuité. Parce que la continuité est une fonction continue dans le traditionnel concept de Weierstrass, Jordan-Weierstrass. L'intuition qu'une fonction est continue si vous ne devez pas lever le crayon pour la dessiner. Comme ça, c'est continu. Ici, vous devez lever le crayon pour la dessiner. Ce n'est pas continu. Mais le même concept peut être plus abstrait, mais c'est la même idée au niveau de voisinage. Parce qu'ici, vous opérez avec un niveau de distance. Le voisinage est défini par un ensemble qui est proche en termes de distance autour de x, autour de f of x. Mais on peut faire la même chose, la même idée. En fait, l'idée plus primitive est celui d'opérer avec des voisinages. C'est la même idée. On peut traverser ça. Et je crois que si vous avez l'intuition, peut-être ça peut aider. Imaginez que vous avez une structure alpha et ça, c'est l'ensemble, en abstrait, l'ensemble de structures qui sont proches à alpha dans cette définition d'accessibilité. Et vous voulez aller à la structure purple bêta. Et parce qu'il n'y a pas l'intersection est vide, le passage direct de alpha à bêta, ils n'ont pas de structure en commun. Le voisinage n'a pas de structure en commun. Le passage direct est discontinu. Mais vous pouvez le faire continu, peut-être, si vous voyagez de alpha à une autre structure qui est dans le voisinage de alpha. Cette structure-là a son
voisinage que ce voisinage ici. Et maintenant, vous voyagez de cette structure à cette structure qui est dans le voisinage, et cette structure aussi à son voisinage, etc. Alors, de voisinage à voisinage, vous pouvez aller jusqu'à bêta sans à chaque moment sortir d'un voisinage. Alors, c'est une trajectoire continue. C'est comme dire, je veux aller de la France en Autriche. L'Autriche n'a pas une frontière avec la France, alors ce serait un passage discontinu, mais je peux aller de la France en Allemagne, de l'Allemagne en Autriche, et ça c'est un passage continu. En particulier parce que l'Allemagne a une grande frontière avec la France et l'Autriche a une grande frontière avec l'Allemagne. OK. Alors la question se pose, si je vous donne deux séquences, deux structures, est-ce qu'il y a toujours une trajectoire continue entre les deux structures? C'est-à-dire, est-ce que l'évolution dans cette petite cosme est toujours continue? Parce qu'évidemment, on a la possibilité de définir la continuité et une discontinuité dans l'évolution, parce que les trajectoires au niveau des séquences sont tous continues, parce que nous passons par une mutation à une autre. Nous regardons seulement des mutations des points. Nous ne varions pas la longueur de la séquence. C'est une autre chose là. Mais la trajectoire dans l'espace des séquences est continue. La trajectoire dans l'espace des structures est continue aussi, si les conditions que je vous ai données avant sont établies. Alors, est-ce qu'il y a toujours un pas continu entre deux séquences? Et la réponse est clairement non. Il y a des transformations de séquences qui sont irréduciblement discontinues. C'est-à-dire, dans cette organisation de l'espace, il y a des transformations où vous devez passer par un bottleneck, par un goulot d'étranglement. Ce n'est pas possible. Un goulot d'étranglement. Bien, alors, il y a goulot d'étranglement. Bien, alors il faut passer par un goulot d'étranglement. Et ça, si vous y pensez, ce que j'avais dit avant, ici, tout d'un coup, ça fait complètement du sens. Et on a pu arriver à ces conclusions beaucoup plus facilement, simplement par un raisonnement biophysical. Mais c'est intéressant d'y être arrivé aussi avec cette déviation qui est, je crois, nous avons appris beaucoup. C'est le fait que, oui, par exemple, si vous, comme j'ai dit avant, si vous voulez créer une boucle, si vous voulez créer une boucle par une mutation, un seulement changement de position, de base dans une position seulement, alors si vous voulez aller de ça à ça, d'une structure ouverte, ou d'une partie de la structure ouverte, et créer une boucle, vous ne pouvez pas introduire seulement un paire de bases, parce que ça ne suffit pas. L'énergie, il vous sert au moins trois paires. Mais pour avoir trois paires qui se forment de conséquences d'une seule mutation, il faut avoir une séquence très spéciale. Il faut avoir une séquence qui est, comme on dit, poised, qui est presque près de faire cette échelle, et il lui faisait seulement, cette séquence, il lui faisait seulement une mutation pour un ajustement à une base, ou peut-être même si un ajustement à une base
d'une autre partie de la séquence. Parce que cette mutation pourrait avoir changé le paysage énergétique d'une façon que maintenant, cette échelle de 3 bases est plus favorable. Alors, ça, c'est difficile, parce qu'il faut avoir des positions, il faut avoir des séquences très spéciales dans la frontière de notre réseau. Mais aller de l'autre côté, c'est très facile. Vous mutez une position qui ne peut pas plus avoir un pairing, qui ne peut pas plus être parié selon les règles de Watson et Crick, et vous avez détruit l'échelle. Si vous détruisez ça, s'ouvre immédiatement et vous êtes ici. Et ça, c'est très facile. C'est plus difficile de construire, c'est plus facile de détruire. Et la même chose si vous voulez, par exemple, si vous... Oh, je crois que je l'ai... Yeah, ici. Si vous voulez faire un... Par exemple, ça c'est la... ici, vous avez une structure avec une boucle qui a 1, 2, 3, 4, qui a une longueur... Oups. Qui a une longueur 4, 1, 2, 3, 4. Et vous avez une échelle de longueur 4 aussi. Et vous voulez simplement augmenter la taille de la boucle de 4 à 5. C'est simplement de faire un shift, un sliding. Ça, c'est très difficile parce qu'il faut le changement de beaucoup de bases, beaucoup de pariments, beaucoup de pariments en même temps. On ne peut pas séquentialiser ce processus-là. Alors, c'est très facile de changer une structure quand vous pouvez aller d'une structure à une autre par des changements séquentiels d'un appariement. Mais s'il faut changer beaucoup des appariements en même temps, c'est très difficile. Et il y a des transformations où il n'est pas possible de faire autrement. C'est ça que cette discontinuité veut dire. Et ça, ce sont toutes les transformations qui sont discontinues. Et ça, ce sont les transformations qui sont faciles, qui sont continues. Élonger une échelle ou raccourcir ou ouvrir une échelle. Bien. Alors, c'est ça qui donne lieu à quand vous faites une optimisation d'une structure. Vous trouvez toujours cette phénoménologie où vous avez cette longue phase où rien, où vous ne vous approchez pas aux optimums, où vous ne faites pas de progrès, et tout d'un coup, vous faites un peu de progrès. Et ça, ce sont exactement les transitions difficiles. C'est parce que les génotypes, les séquences changent toujours ici, mais le phénotype, c'est le même, c'est une diffusion sur un réseau neutral, et après, vous trouvez où il y a... Oui. Et tout d'un coup, vous trouvez un de ces portails. Okay, c'est une punctuation, c'est une expression de cette discontinuité qui est complètement différente de celui qui a donné Gould et Eldridge. Bien. Parce que c'est une ponctuation qui ne vient pas de l'extérieur. C'est pas Gould et Eldridge avaient proposé que les changements tout d'un coup, les changements discontinus dans l'histoire de l'évolution sont fréquemment
dues à des événements extérieurs comme une extinction, comme une catastrophe écologique, etc. Ça, évidemment, c'est certainement le cas, mais ce n'est pas la seule raison. Il peut être une raison complètement intrinsèque qui a à voir avec la statistique de comment l'information des génotypes vient transmise au... Pour finir, un autre fait qui je crois, c'est extrêmement intéressant, aussi d'un point de vue peut-être pour les informaticiens. Alors, nous avons regardé, nous avons parlé des réseaux où le phénotype est la structure optimale énergétique. Mais passons à la plasticité. Imaginons que les séquences maintenant n'ont pas seulement un phénotype, mais ils ont une distribution de phénotypes parce qu'ils visitent des structures excitées, des structures qui ne sont pas optimales énergétiquement, mais ils les visitent parce qu'il y a des fluctuations thermales. Alors, la probabilité, si vous oubliez les barrières, alors si vous oublions la cinétique pour le moment, prenons seulement le cas thermodynamique, si la probabilité d'adopter une certaine structure, si vous êtes une particulière séquence, dépend de l'énergie de cette structure c'est un facteur de Boltzmann. C'est très simple, qu'on peut le calculer avec ces algorithmes. Alors ici, il y a une observation simple, mais intéressante avec de grandes conséquences, je crois. Alors, ça, c'est une petite structure sur une séquence. Et ça, c'est un listage de toutes les structures dans cette représentation de parenthèses, toutes les structures qui sont suboptimales, qui ont une énergie plus élevée que la structure minimale. La structure minimale est verte ici. Et prenez par exemple cette structure ici, la rouge, qui est suboptimale, qui est une structure excitée de cette séquence ici. Ça, c'est la structure verte. Vous placez une mutation dans le boucle. Ce n'est même pas une mutation dans une échelle, une boucle. Nous changeons U en C. Et ça change la structure. Et ça devient la structure minimale maintenant, c'est exactement la structure qui était la structure excitée, qui était une des structures excitées avant, etc. Oui. Alors, l'idée ici est que si vous imaginez être une séquence, vous avez un ensemble de structures, je crois que la bande que nous regardons ici, c'est une bande de 5 kT. C'est-à-dire approximativement 3 kilocalories. L'énergie qu'il faut pour ouvrir un paire de base. Alors imaginez que vous êtes une séquence et vous avez un certain nombre de structures dans cette bande énergétique qui vous pouvez accéder thermodynamiquement. Et alors, la structure qui est la structure d'énergie minimale, j'appelle la structure native. On peut dire natif. Okay. L'assertion est que si je fais une mutation, si je regarde les structures natives de mes voisins à distance 1 dans l'espace de séquence, les structures natives de ces voisins sont avec grande probabilité des structures qui sont structures excitées de moi. C'est comme dire que le futur est maintenant. Parce que si l'évolution, si sélection fait une évaluation d'un individu, évidemment, il ne fait pas une évaluation des progénies, offspring, de progénie. Mais si les phénotypes plus probables, les phénotypes natifs de mes progénies sont d'une certaine façon
sont reflétés dans ma plasticité, mes propriétés de plasticité. Alors ça veut dire que cette plasticité peut être détectée par l'évolution, par le processus de sélection, parce que quelquefois je suis dans une de ces structures excitées. Alors ça veut dire que l'évaluation de ma plasticité donne information au processus de sélection de ce qui pourrait être dans le futur. Et ça peut accélérer dramatiquement, ce n'est pas une garantie, mais peut accélérer dramatiquement le processus d'évolution. J'appelais ça plasticité réfléchie, variabilité. J'avais proposé le nom de plastogenetic congruence, mais il n'avait jamais pris. Mais c'est une façon de congruence. Et c'est une chose qui a été découverte, pas dans ce contexte, mais c'est une observation qui a été faite par Geoffrey Hinton il y a beaucoup de temps, quand ils ont fait un modèle différent, mais où c'est pas une propriété, c'est pas une propriété évidente, c'est une propriété relativement facile à comprendre dans ce cas ici, mais c'est une propriété qui est non triviale dans un contexte plus compliqué, plus complexe de développement de mappage de génotype à phénotype, parce que je ne sais pas si par exemple, peut-être la faculté de jouer au piano comme un virtuoso. Si j'ai cette faculté, ce n'est pas clair si cette faculté est... c'est pas un bon exemple parce que il y a évidemment des familles dans lesquelles la capacité, le talent de musique est transmis. Mais je ne sais pas, de multiplier de longs nombres dans votre tête. Si vous êtes capable de faire ça, ce n'est pas clair que cette capacité que vous avez appris peut-être est une capacité qui est facilement transmittable génétiquement. Mais s'il y a cette congruence, et dans beaucoup de cas, c'est difficile à voir comment est-ce que cette congruence peut être réalisée. Mais s'il y a cette congruence, cette réflexion, alors on peut avoir un effet de ce type-là, une accélération. Bien. La modularité, oui, je ne sais pas. Je crois qu'on peut se fermer ici. Mais pour sommer, ce que je... Peut-être, si on retourne à cette... Je crois que... J'espère que vous avez fait voir une petite caricature de ce processus, dans cette caricature du pliage de génotype à phénotype, on peut voir un peu ce que j'entends par la représentation de l'information. Parce que le pliage, cette propriété statistique du pliage, il y a beaucoup d'autres propriétés. Vous n'imaginez pas, c'est un espace complètement fou. Si vous vous parachutez sur une séquence au hasard dans cet espace de séquence et vous demandez quel est le radius d'une balle autour de ma position dans laquelle je vais rencontrer au moins une séquence de toutes une séquence avec qui je vais rencontrer au moins une réalisation d'une structure typique. La balle est très
petite. Dans une séquence de longueur 100, c'est peut-être un radius de 10 ou 12. Alors, c'est-à-dire que dans une distance de 12 mutations, vous voyez tout ce qu'il y a à voir dans cet espace. Alors, évidemment, il y a beaucoup de structures qui vous ne rencontrez pas, mais ils n'ont aucun effet, parce qu'ils ne sont pas typiques. Ils sont des îles petites qui ne peuvent pas jouer un rôle évolutif dans cette modèle ici. Mais alors, la physique de ce pliage a des propriétés très intéressantes, statistiques, qui sont extrêmement importantes pour l'évolution. Et je crois que c'est un cas de comme l'information dans le génotype génétique est transmise, pas par génération, mais verticalement, dans une information phénotypique de façon très non intuitive. Et je vais conclure seulement avec une réflexion sur la réflexion, c'est-à-dire le processus de folding, de pliage, est un processus qui ne dépend pas, le processus ne dépend pas de la séquence, c'est un processus physique. C'est la physique qui vous donnez à ce processus une séquence et produit une structure. Mais c'est-à-dire que l'interpréteur est au dehors du mappage, parce que c'est la physique. La physique ne peut pas être... on ne peut pas négocier avec la physique ce qui concerne les mutations. Mais dans le développement d'un organisme, l'interpréteur qui produit le phénotype est à soi-même codifié par le génotype. C'est comme si je dirais, oui, si je change une position de mon ARN, alors le processus de pliage va changer. Ce n'est pas le cas dans l'ARN, mais c'est le cas dans le développement biologique. Alors ça, c'est une idée complètement différente, parce que maintenant, dans ce cas, nous sommes dans un univers réfléchi, parce que à chaque moment, les règles du mappage peuvent changer. Et je n'ai aucune idée comment représenter ça, mais c'est ça que m'a induit à sortir de cette modèle et essayer d'arriver à poser des questions qui sont inspirées à ces modèles, mais qui sont posées dans un cadre plus complexe de la transduction, de traitement de l'information dans les cellules, comme les réseaux de signalisation entre les protéines. Parce qu'il n'y a plus la possibilité d'étudier dans ces cas la possibilité de changer le mappage quand vous introduisez une modification d'un comportement d'un élément. Merci beaucoup.